Le corps humain fonctionne grâce à un mécanisme de défense extrêmement avancé et brillamment connu sous le nom de système immunitaire. Sa raison d'être biologique est de monter la garde, de détecter les envahisseurs étrangers, de traiter les menaces toxiques et de les neutraliser avant qu'elles ne puissent détruire l'organisme. Lorsqu'un virus s'introduit, le système augmente la température interne, déploie des cellules spécialisées et s'engage dans une guerre microscopique pour rétablir l'équilibre et assurer la survie. Mais un phénomène fascinant et dévastateur se produit lorsque ce système s'embrouille. Dans certaines conditions, les entités mêmes conçues pour protéger et guérir sont soudainement submergées par l'ampleur de la toxicité. Elles commencent alors à compromettre. Pourtant, dans le domaine de la psychologie, une rébellion biologique d'un autre genre se produit. Que se passe-t-il lorsque le système immunitaire psychologique cesse d'absorber silencieusement les dommages pour monter une défense si absolue et intransigeante que l'environnement tout entier est forcé de changer? C'est précisément ce phénomène qui se produit au sein de l'esprit humain lors d'un basculement psychologique profond et irréversible. C'est une transformation que le célèbre psychiatre Carl Jung a passé des décennies à documenter dans ses dossiers cliniques privés. Une évolution si saisissante qu'elle continue de troubler les manipulateurs, les agresseurs et les systèmes d'exploitation encore aujourd'hui. Jung n'a pas documenté une dépression nerveuse, il a documenté un éveil féroce et indéniable. Il a suivi le moment précis où les personnes les plus gentilles et les plus accommodantes de la Terre découvrent qu'elles portaient des armes depuis. Il a appelé cela l'émergence de l'empathe dangereux. Ces individus ne sont pas dangereux au sens malveillant ou imprévisible du terme. Ils ne cherchent pas à nuire aux innocents et n'agissent pas par cruauté déséquilibrée. Ils sont dangereux simplement parce qu'ils ne peuvent plus être manipulés, contrôlés, culpabilisés ou réduits au silence. Ils ont intégré les parties d'eux-mêmes que la société les a poussés à cacher pendant des décennies. Depuis des générations, le monde moderne méprend fondamentalement la haute sensibilité, la présentant comme une condition fragile, une faille psychologique à gérer lourdement, ou une faiblesse digne de pitié. La personne hautement sensible a historiquement été stéréotypée comme une victime délicate, une âme perpétuellement épuisée et malmenée par la dureté de la réalité, incapable de faire face aux exigences d'un monde impitoyable. Mais Jung a découvert une réalité psychologique cachée qui brise entièrement ce stéréotype. Les personnes hautement perceptives ne sont pas naturellement faibles. Elles sont naturellement et massivement puissantes, possédant une immense capacité d'observation, de stratégie et d'endurance émotionnelle. La société leur apprend simplement à supprimer ce pouvoir au nom de la complaisance, de l'acceptation et du maintien de la paix. Lorsque ce pouvoir réprimé est enfin libéré, il modifie la dynamique fondamentale de chaque relation qu'elles entretiennent. Pour comprendre véritablement l'ampleur de cet éveil, nous devons examiner attentivement les décennies de sommeil psychologique qui le prennent. Dans les systèmes dysfonctionnels, que ce soit au sein d'une structure familiale chaotique, d'un mariage profondément toxique ou d'un environnement de travail exploiteur, la personne hautement sensible remplit une fonction très spécifique, tacite, écrite. Elle agit comme l'amortisseur émotionnel des traumatismes non guéris et des dysfonctionnements non avoués de tous les autres. Telle une éponge humaine, elle absorbe les déversements toxiques, les ressentiments inavoués, la colère explosive et la honte profonde et cachée des gens qui l'entourent. Elle le fait pour que le système dysfonctionnel puisse continuer à fonctionner sans s'effondrer sous son propre. L'enfant qui surveille avec hypervigilance les pas lourds d'un parent imprévisible pour éviter une explosion violente ou ce rôle. Le conjoint qui couvre sans cesse l'irresponsabilité financière d'un partenaire, inventant des excuses auprès des amis et de la famille pour préserver l'illusion d'un mariage heureux ou ce rôle. L'employé dévoué qui assume la charge de travail écrasante de 3 personnes pour apaiser un patron narcissique
et exigeant joue ce rôle. Jung a observé que ces individus passent leur journée derrière un masque psychologique spécifique, un mécanisme de survie qu'il appelait la persona du sauveur. Vivre à l'intérieur de cette persona est épuisant, car elle est fondamentalement transactionnelle. Ce n'est pas de l'amour véritable, ce n'est pas une connexion authentique, et ce n'est certainement pas du respect mutuel. Contrat silencieux et tacite, signé dans l'obscurité, qui dit « J'absorberai ta douleur, tes défauts et ta toxicité. Et en échange, tu me promettras de ne pas m'abandonner. Je tairai mes propres besoins. Je réduirai mes propres désirs. Et en échange, je gagnerai ma place dans cette... » La personne sensible troque son moi authentique contre un sentiment de sécurité totalement illusoire. Elle pratique une forme dangereuse de compassion inconsciente, offrant un pardon infini et une compréhension sans fond à des personnes qui exploitent continuellement sa bonne volonté. Elle donne et donne encore, jusqu'à ce que sa propre identité se dissolve dans une flaque informe d'accommodation totale. Elle devient un miroir reflétant les besoins des autres, tout en perdant complètement de vue son propre. Mais alors que l'empathe semble être infiniment accommodant, soumis et perdu dans le brouillard de son propre épuisement émotionnel, quelque chose de totalement différent, de hautement sophistiqué, se produit juste. Alors que le monde extérieur suppose que la personne hautement sensible se noie simplement dans une mer de sentiments ingérables, elle fonctionne en réalité exactement comme la boîte noire d'un avion de ligne. Elle collecte silencieusement, méticuleusement et constamment des données. Jung a découvert que ces individus sont en réalité des observateurs psychologiques hautement avancés. Ils possèdent une intelligence émotionnelle si aiguisée qu'ils cartographient les insécurités, les déclencheurs cachés, les intentions dissimulées et les failles psychologiques profondément enracinées de leurs agresseurs avec une précision chirurgicale. Ils remarquent le léger changement d'1 millimètre dans le ton de la voix, signale une dispute imminente. Ils enregistrent la micro-expression de mépris qui traverse un visage avant qu'un faux sourire ne traque les minuscules et subtiles incohérences d'un récit trompeur sur 5. Ils savent exactement quand quelqu'un ment, quand quelqu'un projette sa propre culpabilité et quand quelqu'un se cache derrière un masque soigneux. Ils possèdent toutes ces données analytiques incroyables et d'une grande précision, mais ils refusent catégoriquement d'agir en conséquence. Ils gardent le silence et verrouillent ces données parce que la société les a manipulées mentalement, de manière incessante et agressive depuis leur naissance. Dès leur plus jeune âge, les parents, les enseignants et les pères leur disent qu'ils sont simplement trop sensibles, qu'ils analysent beaucoup trop les commentaires, qu'ils réagissent de manière excessive à des situations normales, ou qu'ils font constamment une montagne d'un rien. Lorsque chaque figure d'autorité dans votre vie vous dit que votre perception de la réalité est fondamentalement faux, finissez par douter de vos propres. Vous apprenez à vous excuser pour votre brillante intuition. Vous vous dites que vous êtes simplement paranoïaque, que vous devriez accorder une chance de plus à l'autre, que vous devez mal comprendre la situation, vous êtes intrinsèquement défaillant. Vous étiquetez votre reconnaissance des schémas hautement évolués comme un défaut de caractère névrotique. Mais la vérité d'une situation ne s'évanouit pas simplement parce que vous refusez de la formuler à haute voix. Elle s'accumule. Elle crée une pression massive et indéniable derrière un barrage psychologique de fausses complètes. Elle reste là, dans l'obscurité, prenant du poids, attendant le moment inévitable où la pression deviendra bien trop immense pour que l'esprit humain puisse la... Ce moment finit par arriver. Le point de rupture n'est jamais une humeur passagère et le catalyseur n'est presque jamais un désaccord mineur, les tâches ménagères ou des frustrations quotidiennes. C'est universellement un moment de trahison profonde qui brise. C'est un événement dévastateur orchestré par quelqu'un en qui l'empathe totale, quelqu'un qui l'avait farouchement protégé,
pour qui il avait trouvé d'innombrables excuses et qu'il avait aimé sans compte. Ce peut être la découverte soudaine d'une tromperie financière calculée de longue date par un partenaire commercial Ce peut être la révélation choquante d'une double vie cachée par un conjoint de 20 ans. Ce peut être une manipulation profondément cruelle et calculée par un ami qui nourrissait secrètement une jalousie. La trahison agit comme un séisme massif, ébranlant les fondations mêmes de leur réalité. Mais la véritable dévastation, la douleur qui brise réellement l'esprit, ne vient pas de l'acte de trahison lui-même. La véritable et atroce dévastation vient de la prise terrifiante que l'empathe savait ce qui se passait depuis le début. Tel un maître architecte devant un bâtiment qui vient de s'effondrer, il regarde les décombres fumants et réalise, avec une clarté écœurante, qu'il avait vu les failles structurelles sur le plan des années auparavant. Il a vu les signaux d'alerte s'agiter à la vue de tous. Il a senti sa propre intuition hurler dans ses tripes. Il a remarqué les minuscules incohérences dans les fondations, mais il a délibérément choisi d'ignorer son propre et brillant système d'alarme interne parce qu'il voulait désespérément croire au potentiel de la personne plutôt que d'accepter la sombre réalité de ses... Le chagrin, à ce moment-là, ne concerne pas seulement ce que l'autre personne a fait, c'est le poids écrasant et étouffant de la trahison totale. Cette prise de conscience déclenche un effondrement psychologique profond et inévitable. Jung désignait cette phase de transition intense comme le noircissement de l'âme. Un concept emprunté à l'alchimie. C'est la destruction absolue du faux moi accommodant. La persona du sauveur est dépouillée et brûlée, ne laissant que la vérité brute et indéniable dans son... Lorsque ce point de rupture est enfin atteint, le manipulateur ou l'agresseur s'attend pleinement à la routine habituelle et prévisible. Il s'attend à une démonstration dramatique de larmes, à un chaos émotionnel intense, à des disputes bruyantes et à des demandes désespérées et suppliantes d'explications ou de conclusions. Les manipulateurs sont parfaitement préparés à gérer une crise émotionnelle parce qu'ils l'ont fait 100 fois auparavant. Ils ont leurs excuses prêtes, leurs tactiques de manipulation mentale prêtes à être déployées et leurs fausses excuses parfaitement répétées pour calmer le jeu et réinitialiser le cycle de l'abus pour un tour de plus. Ils sont prêts à jouer le jeu. Mais ce qui se produit à la place terrifie fondamentalement toutes les personnes impliquées. L'empathe ne s'effondre pas dans une mare de larmes familières. Il ne hausse pas la voix, il ne demande pas une seule explication. Au contraire, il devient d'un calme surnaturel et terrifiant. Jung appelait ce point tournant précis le moment d'intégration. L'énergie psychologique qui a été lourdement réprimée, refoulée et cachée dans l'ombre pendant des décennies change soudainement de direction. Lorsque vous refoulez une quantité massive d'énergie psychique dans l'inconscient pendant toute une vie, elle ne se dissipe pas et ne disparaît pas. Elle gagne en densité et en masse. Lorsqu'elle se libère enfin, elle revient à la surface avec une force égale et opposée. Un principe que Jung définissait comme une inversion totale de l'énergie psychologique. La personne qui était toujours connue pour être gentille, douce et infiniment indulgente ne devient pas un monstre enragé et incontrôlable. Elle devient un pilier monolithique d'une clarté absolue et inébranlable. L'intelligence émotionnelle profonde qu'elle utilisait auparavant pour réconforter et apaiser les autres fusionne soudainement avec les données froides et cliniques qu'elle collectait secrètement dans sa boîte noire mentale. L'enregistreur de vol est ouvert et les données sont lues à haute voix pour la toute première fois. À cet instant, il n'y a pas de cri. Il n'y a aucun désir pour un débat désordonné et interminable. Il n'y a qu'une frappe chirurgicale et d'une précision extrême de la vérité absolue. L'empathe regarde directement la personne qui l'a trahi et parle avec une précision clinique et indéniable qui glace la... Il expose la chronologie exacte sans un seul bégaiement. Il articule les jeux psychologiques spécifiques auxquels l'agresseur a joué
nommant les tactiques de manipulation à haute voix. Il expose les intentions cachées avec une certitude si calme, factuelle et inébranlable que l'agresseur en reste complètement paralysé. On peut argumenter contre la colère d'une personne, on peut manipuler les larmes d'une personne, et on peut détourner une explosion émotionnelle pour faire passer l'autre pour fou. Mais on ne peut pas se défendre contre une vérité absolue, délivrée sans une seule goutte d'attachement émotionnel. C'est le moment précis où l'agresseur réalise un fait terrifiant. Il n'a plus affaire à une victime docile. Il a affaire à quelqu'un qui le voit clairement, entièrement, et sans une once de pitié ou d'illusion. Ce calme terrifiant et glacial est le résultat direct de l'intégration. L'empathe a enfin cessé de nier et de craindre les aspects les plus sombres, les plus lourds et les plus vigoureux de la nature. Pendant toute sa vie, il a cru que la colère, le scepticisme strict et les limites rigides étaient de mauvaise qualité, des choses à éviter pour quiconque voulait être considéré comme une personne spirituelle, gentille ou bonne. On lui a appris qu'être bon signifiait être infiniment perméable. Mais Jung a prouvé, par son vaste travail clinique, que ces traits de l'ombre sont absolument nécessaires à la survie psychologique de base. La colère n'est pas un péché ou un défaut de caractère. C'est un système d'alarme biologique hautement intelligent, signalant qu'une limite personnelle a été gravement violée. Le scepticisme n'est pas une négativité toxique, c'est le bouclier protecteur nécessaire de la reconnaissance des schémas qui vous empêche de tomber deux fois dans le même pied. Lorsque l'empathe intègre enfin ces traits d'ombre, il ne devient pas méchant, amer ou malveillant. Il devient entier. Il forge sa sensibilité naturelle en une arme incassable d'autoprotection. Une fois que cette arme psychologique est forgée et pleinement intégrée, un changement invisible mais totalement indéniable se produit dans la façon dont les personnes toxiques interagissent avec eux. Jung a observé que les manipulateurs, les narcissiques et les individus hautement exploiteurs possèdent un instinct de prédateur naturel et finement aiguisé. Tout comme des loups affamés scannent un grand troupeau à la recherche du maillon le plus malade, plus faible, les vampires émotionnels scannent constamment leur environnement social et professionnel pour trouver des personnes manquant de limites solides. Ils cherchent des personnes ayant un besoin désespéré d'approbation externe, des personnes qui craignent le conflit et des personnes qui privilégieront toujours la politesse à leur propre sécurité personnelle. Lorsqu'un empathe intègre son ombre, il sort complètement du radar du prédateur. C'est comme s'il avait placé ses précieuses réserves énergétiques à l'intérieur d'un coffre-fort en acier épais et entouré ce coffre d'une grille de sécurité laser hautement sensible. Les personnes authentiques et saines peuvent franchir la porte d'entrée avec aisance, se sentant en totale en présence de l'empathe. Mais les personnes manipulatrices ressentent immédiatement le système d'alarme invisible. Elles se sentent inexplicablement mal à l'aise, très exposées, étrangement nerveuses autour de l'empathe éveillé. Elles battent naturellement et rapidement en retraite, réalisant instinctivement, sans qu'un mot ne soit prononcé, que leurs tactiques habituelles de culpabilisation, de rejet de la faute et de manipulation mentale rebondiront sur cette personne comme de petits cailloux frappant un mur de béton armé. Posséder ce nouveau pouvoir exige cependant une immense force éthique quotidienne. L'empathe intégré possède désormais les munitions psychologiques nécessaires pour détruire complètement les personnes qui l'ont blessé, parce qu'il sait exactement où ses agresseurs sont le plus profondément peu sûrs d'eux. Il connaît les mots précis et tranchants qui causeraient une dévastation psychologique maximale. Il comprend si bien les mécanismes du comportement humain qu'il pourrait facilement devenir lui-même un maître manipulateur, utilisant son intelligence émotionnelle avancée pour exercer une vengeance rapide et brutale.
Mais la véritable marque de l'intégration est le refus absolu de devenir le monstre à combattre. L'individu éveillé réalise une vérité psychologique profonde. Avoir le pouvoir complet de ruiner quelqu'un, tenir tous ses secrets et ses vulnérabilités dans la paume de sa main, et choisir activement de simplement s'en aller en silence, est la démonstration ultime de souveraineté personnelle. Il choisit sa propre paix intérieure plutôt que la satisfaction temporaire de la punition. Il choisit d'élever de construire quelque chose de beau et de stable, plutôt que de dépenser sa précieuse énergie à démanteler l'existence misérable de quelqu'un d'autre. Cependant, atteindre ce niveau élevé de paix et de souveraineté exige de passer par une période éprouvante et incroyablement douce. Lorsque vous changez votre structure psychologique de manière aussi fondamentale, tout votre environnement extérieur doit naturellement se réorganiser pour correspondre à votre nouvelle fréquence. Et ce processus donne souvent l'impression de errer seul dans un désert post-apocalyptique stérile. L'ancienne peau complaisante a été entièrement muée, mais les nouvelles écailles protectrices n'ont pas encore durci pour vous défendre contre les éléments. Les amitiés qui reposaient entièrement sur la volonté de l'empathe de s'asseoir tranquillement et d'écouter des heures interminables de plaintes se dissolvent soudainement dans l'air. Les membres de la famille qui comptaient toujours sur l'empathe pour apaiser les dîners de fête toxiques ou agir comme intermédiaires dans les conflits générationnels deviennent farouchement en colère, accusant ouvertement l'empathe d'être égoïste, froid, arrogant ou d'avoir radicalement changé en les mariages ou partenariats de longue date où une personne était tout à fait à l'aise de porter tout le poids émotionnel peuvent se détériorer rapidement et se terminer dans un silence total. Cette phase spécifique est marquée par une solitude profonde et résonnante qui peut amener l'individu à se demander s'il a commis une terrible erreur. Le téléphone cesse de sonner. Les invitations du week-end n'arrivent plus. Vous réalisez, le cœur lourd, que beaucoup de gens dans votre vie ne vous aimaient pas réellement en tant qu'être humain. Ils n'aimaient que l'utilité que vous leur apportiez. Ils aimaient la version de vous, docile, silencieux, lourdement médicamentée et accommodante, qui ne demandait absolument rien et donnait absolument tout le demande. Faire le deuil de la perte permanente de ces relations est profondément doux, mais c'est un processus de mue absolument nécessaire. L'isolement intense que vous ressentez pendant cette période n'est pas une punition, c'est simplement l'espace vide nécessaire pour construire une nouvelle vie basée sur un respect réel et mutuel. C'est le vaste vide silencieux entre celui que vous avez été agressivement forcé d'être conditionné et celui que vous êtes biologiquement, spirituellement destiné à devenir. Vous devez apprendre à faire confiance à cet espace vide, marchant dans l'obscurité, sachant avec une certitude absolue que vous ne faites que déblayer des décennies de débris psychologiques pour faire place à une fondation bien plus stable, authentique et dure. Lorsque la poussière de cette transition massive retombe enfin et que la restructuration interne est achevée, la vie quotidienne de l'empathe éveillé semble remarquablement presque méconnaissable. Les changements touchent chaque recoin microscopique de son... Dans le domaine complexe de la romance et des rencontres, il perd complètement son vieil appétit, projets, le désir profondément ancré de réparer un partenaire brisé, d'aimer patiemment quelqu'un jusqu'à ce qu'il aille bien, ou d'endurer des drames chaotiques. La passion romantique s'évapore complètement de son système nerveux. Il commence à rechercher activement des égaux émotionnels. Il veut des partenaires qui ont déjà fait leur propre travail des personnes qui apportent une stabilité réelle, la paix et de la cohérence. Si un nouvel intérêt romantique présente des signaux contradictoires, des drames fabriqués, un comportement changeant ou une incapacité à communiquer comme un adulte, l'empathe ne sort pas sa boîte à outils psychologiques pour essayer de décoder le comportement. Il ne se demande pas, a fait de mal.
Il reconnaît simplement l'incompatibilité flagrante, fait confiance à son évaluation immédiate et quitte gracieusement la situation une seconde pensée, sans un regard en arrière, ni un long message expliquant son départ. Au sein des dynamiques familiales profondément ancrées, le changement est tout aussi massif et souvent très perturbateur pour le statut. L'individu éveillé démissionne officiellement et définitivement de son rôle lourd et non rémunéré de bouc émissaire familial ou de pacificateur générationnel. Si un parent vieillissant utilise la culpabilité comme une arme pour essayer de contrôler les plans de vacances, l'empathe raccroche calmement le téléphone ou quitte la pièce sans s'engager dans une défense. Si des enfants adultes ou des frères et sœurs exigent des renflouements financiers sans fin ou un travail émotionnel constant sans prendre aucune responsabilité pour leur propre vie chaotique, l'empathe ferme fermement la banque et descend entièrement du canot. Il rend les lourds bagages émotionnels à leur propriétaire légitime, refusant de porter des valises qui ne lui appartiennent pas. Ce renforcement strict des limites force tout le système familial à un choix brutal et inconfortable. Soit la famille évolue, examine ses propres schémas toxiques et apprend à communiquer comme des adultes sains, soit elle perdra complètement l'accès à la présence de l'enfant. L'individu éveillé accepte l'une ou l'autre issue avec une paix totale. Dans le monde professionnel, cette transformation modifie complètement la trajectoire de sa carrière, son potentiel de gain et ses niveaux de stress quotidien. Les personnes hautement sensibles sont très souvent ciblées par des structures de gestion toxiques parce qu'elles sont profondément consciencieuses, hautement empathiques et prêtes à s'épuiser au travail pour éviter de décevoir une équipe supervisée. Une fois éveillées, cependant, elles peuvent repérer un patron narcissique, un collègue manipulateur ou une culture d'entreprise toxique dès le premier entretien d'embauche. Elles cessent complètement de faire le travail acharné de 3 personnes différentes en acceptant le salaire stagnant d'une seule. Elles commencent à plaider pour leur véritable valeur financière, présentant leurs arguments avec des faits froids et concrets, sans une once d'excuse ou d'hésitation. Elles éteignent leurs ordinateurs à la minute précise. La journée de travail est officiellement terminée, laissant les urgences d'entreprise fabriquées et paniquées aux personnes désorganisées qui les ont réellement. Au lieu d'être drainées, elles commencent à monétiser fortement leur haute intelligence émotionnelle. Elles utilisent leur capacité étrange à lire une pièce pour exceller dans les négociations de haut niveau, les rôles de leadership complexe et la planification stratégique, utilisant leur sensibilité comme un super pouvoir d'entreprise plutôt que de laisser cette précieuse énergie être aspirée par les vampires de bureau et les manipulateurs de la direction intermédiaire. Les amitiés subissent, elles aussi, un processus de contrôle de qualité brutal, mais finalement magnifique. Le désir de jeunesse pour un cercle social massif ou une validation sociale constante est remplacé par un besoin profond et inébranlable de réciprocité absolue. L'individu éveillé développe une tolérance zéro pour les commérages occasionnels, les sessions de déchargement émotionnel à sens unique ou les amis de passage qui ne prennent la peine d'appeler que lorsqu'ils ont besoin d'un service, d'un prêt, d'une épaule pour pleurer. Il recherche activement des personnes qui célèbrent ses limites strictes plutôt que de les repousser. Il cherche des amis qui comprennent qu'un message resté sans réponse n'est pas une insulte personnelle, mais le signe d'une vie bien remplie, et des personnes qui apportent autant d'énergie positive à la table qu'elles en consomment. L'empathe intégré préférerait 1000 fois passer un samedi soir seul, dans la solitude tranquille, avec une tasse de thé et un livre brillant, plutôt que de s'asseoir à une table bondée et bruyante, entourée de connexions superficielles, de faux sourires et d'intentions cachées. Vivre de cette manière souveraine exige un changement de paradigme complet et fondamental concernant le concept même d'aider les autres êtres. Pendant des décennies, l'empathe inconscient a fonctionné sur la codépendance,
croyant secrètement que, s'il aimait quelqu'un assez fort, s'il sacrifiait assez sa propre paix et donnait assez de son argent ou de son temps, il pourrait miraculeusement sauver une autre personne de ses propres choix de vie destructeurs. L'éveil apporte la compréhension profonde et sobre du soutien constant. Il apprend enfin à aimer les gens profondément, tout en leur permettant de toucher le fond. Il réalise, souvent au prix d'une immense douleur, secourir constamment quelqu'un des conséquences naturelles de ses propres actes irresponsables n'est pas réellement un acte d'amour, c'est un acte de vol. Cela vole directement à l'autre personne l'occasion nécessaire d'apprendre, de grandir, de faire face à la réalité et de prendre enfin la responsabilité de sa propre. La personne éveillée peut se tenir juste à côté d'un ami, offrir une compassion et une oreille attentive, tout en refusant catégoriquement de porter le fardeau à sa. Elle maîtrise la rare capacité psychologique de ressentir la douleur intense de l'autre, de tenir l'espace pour sa souffrance, sans l'intérioriser comme sa propre responsabilité personnelle à réparer. Ce niveau profond de maturité psychologique et de paix inébranlable ne se produit pas par hasard et ne se maintient pas non plus automatiquement. Il exige un effort quotidien, délibéré et concret pour être préservé. Le plan de ce maintien psychologique continu est simple en théorie, mais rigoureusement exigeant dans la pratique. Premièrement, il exige la réclamation honnête et quotidienne de toutes les émotions. Lorsqu'un éclair de colère surgit une conversation, l'individu éveillé ne le juge pas comme non spirituel et ne l'avale pas avec un sourire fort. Il s'arrête, observe la colère et l'examine de près pour voir exactement où une limite a été franchie, où une valeur a été compromise. Il utilise la colère comme un outil de diagnostic. Deuxièmement, cela requiert une confiance obstinée et inébranlable en sa propre intuition interne. Lorsqu'une situation semble soudainement mauvaise, lorsqu'un accord commercial semble louche, ou lorsqu'une nouvelle personne dégage une énergie subtilement manipulatrice, l'empathe ne demande pas à trois amis différents de valider ses sentiments. Il ne cherche pas un deuxième avis sur sa propre réalité. Il fait confiance à sa réaction viscérale immédiatement, implicite, et il agit en conséquence sans avoir besoin d'une permission extérieure. Troisièmement, il pratique la discipline quotidienne rigoureuse de l'empathie sélective. Il en vient à réaliser que sa compassion profonde n'est pas un service public, une ressource gratuite, accessible à quiconque la demande. C'est un actif hautement exclusif et précieux. Elle est offerte chaleureusement et généreusement à gens véritablement vulnérables, rigoureusement honnêtes et qui essaient activement de guérir leur propre. Mais elle est entièrement et froidement refusée à ceux qui utilisent leur statut de victime perpétuelle comme une arme calculée pour extraire des ressources et contrôler les gens qu'il. Enfin, il maîtrise l'art raffiné et élégant de la limite sans écho. Il apprend à regarder quelqu'un directement dans les yeux et à dire le mot « non » sans fournir un long paragraphe nerveux de justification ou d'explication. Il comprend au niveau cellulaire que le mot « non » est une phrase complète et que quiconque exige agressivement une explication épuisante pour une limite personnelle de base révèle simplement pourquoi cette limite était si désespérément nécessaire. L'impact à long terme de cette profonde transformation psychologique s'étend bien au-delà de la paix tranquille. Lorsqu'une personne, dans une longue lignée familiale, décide enfin de s'arrêter de se retourner et de faire le travail éreintant de guérir, d'intégrer son ombre et de se tenir fermement dans son propre pouvoir inébranlable, elle modifie littéralement la trajectoire de toute sa ligne. Elle brise des cycles générationnels profondément ancrés d'abus, de silence, d'addiction et de complaisance chronique qui ont pu traverser sa famille pendant un siècle. Elle modélise une façon d'exister complètement différente et libérée pour ses enfants, ses frères et sœurs plus jeunes, ses pères, sa communauté et la. En refusant de jouer la victime, elle devient une démonstration vivante
qu'il est tout à fait d'être un être humain profondément sensé et hautement perceptif, sans être un paillasse. Elle prouve que l'on peut être immensément gentil sans être faible, que l'on peut être généreux sans se ruiner, et que l'on peut être hautement observateur de l'obscurité du monde sans être détruit par ce que l'on voit. Considérez l'empathe éveillé et intégré, non pas comme un canot de sauvetage frénétique, essayant désespérément de sauver des personnes se noient dans une tempête, mais plutôt comme un phare massif et ancien construit sur un rocher solide et immobile. Un phare ne saute pas dans les vagues violentes pour secourir physiquement un capitaine têtu qui refuse d'apprendre à naviguer correctement. Le phare se tient simplement debout, profondément enraciné, immobile et solidement fortifié contre. Il projette une lumière aveuglante, indéniable et panoramique sur les rochers déchiquetés et dangereux, cachés juste sur surface. Il offre une clarté absolue et perçante à quiconque dans les environs est prêt à ouvrir les yeux et à regarder la vérité. Mais en fin de compte, il force chaque capitaine sur l'eau à prendre la lourde roue en bois de son propre navire, à corriger sa propre et à naviguer lui-même vers la sécurité. La lumière fournie est un cadeau généreux qui sauve des vies, mais la responsabilité ultime de la survie reste entre les mains du monde. C'est là l'évolution ultime et glorieuse de la personne hautement sensible. C'est le choix exact qui s'offre à quiconque a passé toute sa vie adulte à ressentir beaucoup, à absorber le monde beaucoup trop profondément et à s'excuser constamment pour sa propre existence. Vous pouvez choisir de continuer à jouer le rôle épuisant de l'amortisseur humain jusqu'à ce que la machinerie lourde et grinçante des relations toxiques broie votre esprit, votre santé et vos finances en une fine poudre. Vous pouvez attendre passivement que la trahison inévitable et écrasante vous force à ouvrir les yeux, laissant une crise de vie massive vous traîner, hurlant et résistant, dans la lumière crue de la réalité. Ou bien vous pouvez faire un choix différent. Vous pouvez choisir le chemin de l'intégration et délibérer dès maintenant, aujourd'hui, avant que la crise ne survienne. Vous pouvez décider à cet instant précis que votre immense et écrasante capacité de ressentir n'est pas un défaut de conception tragique, mais plutôt la forme la plus élevée d'intelligence humaine disponible. Vous pouvez cesser complètement de demander au monde aveugle la permission de faire confiance à vos propres vêtements fonds. Vous pouvez retirer votre précieuse énergie vitale des trous noirs sans fin, qui la consomment sans un mot de remerciement. Et vous pouvez investir cette énergie entièrement dans la construction de votre propre souveraineté inébranlable. Le monde ne bénéficie d'aucune façon de votre souffrance éternelle, de votre complaisance forcée ou de votre voix étouffée en permanence. Ce dont le monde a réellement et désespérément besoin, la clarté absolue et sans phare de votre vérité. N'attendez pas qu'une crise catastrophique. Saisissez l'arme lourde de votre propre et brillante intuition. Aiguisez la lame avec des limites strictes et inflexibles et avancez vers la lumière. Devenez exactement le genre de danger que le monde manipulateur a toujours craint que vous ne deveniez. Restez immunisé contre la manipulation, profondément ancré dans la vérité indéniable, et vivez votre vie de manière complète, féroce et sans aucune